La flamme olympique arrive à Marseille, ou plutôt Massalia, c'est le nom savant, le nom grec de Marseille en France, une ville fondée par les Phocéens au VIe siècle. En attendant, nous sommes à 79 jours de la cérémonie d'ouverture et c'est l'occasion pour nous de revenir aux origines des Jeux olympiques. C'est d'ailleurs le sous-titre de ce livre, Quand les champions étaient des dieux. Son autrice et son auteur sont avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Annie Colonia et Pascal Charvet. Première question, pourquoi faut-il, pour comprendre les Jeux Olympiques aujourd'hui, d'abord comprendre ou s'intéresser à l'histoire d'Olympie, les Jeux Olympiques antiques? Qui veut répondre? Écoutez, oui, volontiers, puisqu'il s'agit de la flamme, on peut tout de suite donner un exemple. Hein. La flamme, était à la fois le lien avec le sacré, pour les anciens, c'est-à-dire c'est la flamme qui monte haut et clair vers les dieux. Elle est flamme aussi dans les sacrifices, elle est flamme dans les jeux, mais elle est aussi la flamme du foyer. La flamme du foyer qui marque le rassemblement des Grecs qui commencent à se réunir pour faire des Jeux Olympiques en moins 776 avant Jésus-Christ. Et ce qui est passionnant dans l'exemple que vous avez pris avec ce merveilleux tirailleur sénégalais, c'est que cette flamme qui est celle d'Hestia, la déesse du foyer aussi, et donc du rassemblement, c'est l'idée d'une grande famille que constituent non seulement les Grecs, les Hellènes, mais au-delà, puisque sous l'Empire romain, c'est l'ensemble des peuples de l'Orient et de l'Occident qui participent. Oui. Donc, je trouve que c'est une excellente introduction, parce que là, on touche à ce qu'était cette fête qu'on célébrait, pour célébrer la sueur, l'effort, le courage à la guerre aussi, comme ce tirailleur. C'est tout ça qui fait partie de la grande fête des Jeux Olympiques, avec aussi, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, de sa partie intellectuelle, parce qu'il y avait pas mal de manifestations en même temps. On vous remercie pour le compliment, mais on va rester aussi sur l'aspect sacré que vous évoquez dans le titre du livre. Est-ce que les champions étaient réellement assimilés à des dieux? Annie Colonia, peut-être, vous voulez répondre? Oui. Alors, on joue évidemment sur le terme même de Dieu. Oui. Les dieux sont à l'origine de tout. On le sait bien dans toute civilisation, à travers les mythes et légendes qui se transmettent de génération en génération. Et aux origines des Jeux Olympiques, donc les premiers Jeux, comme l'a dit Pascal, en 776 avant Jésus-Christ. Mais bien avant, on plonge dans le mythe, si je puis dire, et l'essentiel de ces mythes tourne autour d'Héraclès, que tout le monde connaît sous le nom d'Hercule, dans le monde romain, que lui-même on pourrait appeler d'ailleurs le dodécathlète, c'est-à-dire qu'il a accompli 12 exploits qui sont de véritables exploits sportifs, et c'est à lui qu'on devrait donc la création des Jeux Olympiques jusqu'à son pied qui aurait servi de base pour établir la longueur du stade, 192 mètres 24 exactement, ce qui fait qu'il devait chausser du 48, car c'était 600 fois son pied. Oui. Donc, voilà, la première acception du mot Dieu, c'est cet univers qui imprègne tout le monde grec, toute la culture grecque. Mais on joue aussi sur le mot, comme on le dirait aujourd'hui, les dieux du stade. C'est-à-dire que les athlètes vainqueurs sont eux-mêmes héroïsés, élevés au rang de véritables héros, à qui d'ailleurs on rend un culte, avec des statues, avec des inscriptions. Un culte en 2 mots. Hein. Oui, un culte en 2 mots, bien sûr, comme à une divinité. Et quand l'athlète victorieux rentre dans sa cité, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la cité qui produit ces athlètes. Toute la gloire vient aussi à la cité. Quand ils rentrent dans la cité, on les honore comme des dieux, on organise des fêtes, on leur élève des statues, comme je l'ai dit. Donc voilà, quand les champions étaient des dieux, nous souhaitions un titre qui joue sur ce terme même de Dieu qui donne cette dimension sacrée au jeu. Vous voulez juste ajouter quelque chose, parce que c'est tout à fait en accord avec Annie, c'est qu'en fait, on est dans un modèle polythéiste. C'est-à-dire qu'il y a une foule de héros et de dieux auxquels les gens s'identifient. Et c'est ça qui est intéressant. Les athlètes se sont identifiés à Héraclès, au point pour les plus grands, Bilon de Crotone, Polydamas de Scotussa, etc. On pourrait vous en citer beaucoup. Oui. Ils combattaient un lion à main nue, ils portaient la peau du lion, ils avaient la massue d'Héraclès, et tout dans leur comportement visait à s'identifier à un modèle. C'était Alexandre le Grand, par exemple, s'identifiait à Achille. Mais c'est beaucoup plus facile dans une religion monothéiste où vous avez une foule de modèles auxquels vous pouvez vous assimiler. Oui. Voilà. Vous avez parlé de héros, alors oui. Parlons aussi des héroïnes. Il n'y avait pas d'héroïne. Oui. On sait que l'accès aux épreuves est mixte, mais à l'origine, qui avait le droit de participer à ces... Alors, on dit effectivement que pour participer, il faut être grec. Donc pas de
ce qu'on appelle métèques, hein, les étrangers, pas d'esclaves, donc grecs. Mais le monde grec, c'est le principe même des Jeux panhelléniques. Au départ, c'est le Péloponnèse, hein, mais par la suite, la péninsule grecque. Par la suite, ça va aller jusqu'à la Cyrénaïque, par exemple, la Libye d'aujourd'hui, Asie mineure, la Turquie, la Sicile, bien sûr, jusqu'à la Gaule grecque, hein, Massilia, dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, donc les athlètes viennent de toutes ces régions grecques. Alors, évidemment, la question, c'est toujours... Ce sont des hommes. Ouais. La place des femmes. En principe, les femmes ne participent pas aux Jeux. Les femmes mariées. Pour les jeunes filles, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus en détail, il y a des jeux particuliers qui s'appellent les Eraya, qui sont organisés, mais en dehors des Jeux olympiques proprement dit. Donc les femmes n'entrent pas, sous peine de mort, n'entrent pas dans le sanctuaire d'Olympie. Mais, alors, je vais quand même citer un exemple parce qu'il est très intéressant sur le plan historique. C'est une femme d'un certain âge qui, en 440 avant Jésus-Christ, va défrayer la chronique, si l'on peut dire. C'est-à-dire, elle est elle-même fille, elle s'appelle Kallipateira, ce qui signifie « joli papa » en grec. Elle est elle-même fille d'un très célèbre champion olympique pugiliste, on dirait la boxe aujourd'hui, hein. Et elle entraîne, son mari qui était entraîneur décède, et donc elle va entraîner leur fils à la place de son mari. Et elle va accompagner le fils au moment des Jeux olympiques. Donc elle va contourner l'interdit. Voilà, elle s'habille en homme, elle contourne l'interdit. Et elle assiste, elle entre au bord du stade avec les autres entraîneurs qui sont tous des hommes. Elle assiste au combat. Le fils remporte la victoire. À ce moment-là, folle de joie, Kallipateira passe par-dessus la barrière qui sépare les entraîneurs de la piste. Et à ce moment-là, elle s'accroche dans la barrière, son vêtement tombe et tout le monde s'aperçoit. Donc elle est démasquée. Voilà, comme vous dites, elle est dénudée et démasquée. D'où la règle qui fait qu'à partir de là, tous les entraîneurs devront paraître nus comme les athlètes.